Aujourd'hui, on va faire le tour des règles de PCI existantes, mais on veut vraiment focuser sur la démarche que vous devez avoir, peu importe où vous travaillez actuellement. Donc, on se met dans le bain d'emblée. Pourquoi on est tous ici aujourd'hui? C'est parce que beaucoup d'enjeux relatifs aux règles de prévention et de contrôle des infections, la fameuse PCI, plusieurs consignes, plusieurs organes effecteurs de ces consignes-là. Vous en recevez du MES de votre établissement, de l'INSPQ, avec des mises à jour assez constantes. C'est très difficile à suivre. Je vous rappelle d'ailleurs que sur notre site Internet, on vous met ce qu'on pense être les règles les plus importantes pour vous et les versions à jour. Ces règles-là vont aussi varier selon la population que vous desservez, vont varier selon le niveau d'alerte de votre région et même vous pouvez avoir un niveau d'alerte rouge dans votre région puis être jaune dans votre établissement. Donc, c'est très difficile de s'y retrouver avec ce que plusieurs d'entre vous nous avez nommé aussi, c'est-à-dire que c'est des consignes en silo. Il y a une consigne pour l'hôpital, il y a une consigne pour le centre de réadap, puis il y a une consigne pour la RHD, mais il n'y a pas de consigne pour qu'est-ce qu'on fait quand l'individu transfère d'un à l'autre et peu de trajectoire pour nous aider. Moi, mon rôle comme CRD, si j'accueille quelqu'un de l'hôpital, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mes attentes? Même chose pour l'organisme communautaire ou la RHD. Avec ce que plusieurs d'entre vous nous avez nommé aussi, un soutien très variable des équipes de prévention et contrôle des infections qui sont souvent débordées. Donc, plusieurs d'entre vous vous retrouvez assez seuls avec beaucoup de documentation à devoir interpréter tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce matin, pour essayer de vous soutenir en se rappelant collectivement que beaucoup des choses qu'on va dire aujourd'hui, il n'y en a pas encore de règles claires et ce qu'on souhaite vous amener, c'est beaucoup plus une démarche que des règles toutes cuites parce que, des fois, il n'y en a pas ou souvent, elles changent là, quasiment quotidiennement. L'autre réflexe qu'on souhaite vous amener, c'est d'avoir en tête la règle, mais aussi quelles sont les conséquences possibles de cette règle-là. Et dans nos usagers en dépendance et itinérance, il y a des enjeux assez spécifiques qui font en sorte que si on respecte by the book les règles de prévention et de contrôle des infections, on peut générer beaucoup de conséquences comme des refus de traitement, des super grosses listes d'attente parce qu'on est obligé de tellement diminuer nos services et qu'il y a peut-être plus de conséquences à faire ça qu'à dire oui, ben, la règle, je vais l'interpréter, on va l'assouplir de façon commune pour s'assurer d'avoir quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. L'autre danger aussi, c'est qu'on se rend compte que dans plusieurs régions, dès que quelqu'un a des symptômes, il est juste refusé dans une ressource sans qu'il y ait de prise en charge ou sans qu'on le soutienne pour aller au bon endroit, ce qui peut représenter une augmentation de la dangerosité pour ces personnes. Alors, voici la démarche générale qu'on vous propose d'appliquer à n'importe quelle fois où vous vous posez des questions sur qu'est-ce qu'on fait pour implanter une règle de prévention et contrôle des infections dans notre organisation. La première démarche, c'est ayez en tête les normes et les documents s'ils existent. Lisez-les, mettez-les-vous en tête juste pour voir un peu en théorie où est-ce qu'on est rendu quand c'est disponible, et comme je vous disais, venez nous voir sur notre site Internet. Normalement, tout est là pour pas que vous ayez à chercher un peu partout parce que sinon, c'est quand même extensif comme recherche. On s'en sort difficilement sans avoir des petits comités locaux. Même si ce n'est pas des comités réguliers, ça peut être des comités ad hoc où vous allez devoir avoir l'avis. Donc, c'est quelqu'un qui porte le chapeau de prévention de contrôle des infections. Et souvent, pour plusieurs des RHD, des organismes communautaires, vous allez devoir avoir un lien direct avec votre direction régionale de santé publique qui va aussi émettre certaines directives. Euh, Après ça, les critères qu'il faut évaluer ou garder en tête, bien, premièrement, c'est votre situation épidémiologique locale et régionale. Vous êtes dans quelle région? Quel est votre niveau d'alerte? Un. Et si vous êtes dans un CCCIUS, ça se pourrait que le niveau de l'alerte de la région, comme je le disais tout à l'heure, ne soit pas le même dans votre établissement. Donc, dans votre établissement, quel est le niveau d'alerte si vous êtes dans un CCCIUS? Ensuite de ça, vous faites affaire avec qui? Vous êtes autour d'une personne qui veut recevoir vos services. Est-ce qu'elle arrive de la maison ou elle arrive d'un hôpital, d'un centre de réadaptation, d'un RHD? Quelle est la situation dans l'endroit où se trouve cette personne-là? Dans l'hôpital où elle est, est-ce qu'il y a des éclosions ou c'est un hôpital où il n'y a pas un cas? Est-ce que la personne est dans une unité en éclosion ou elle est dans une unité vraiment préservée? Donc, c'est les questions à savoir.
la personne qui me réfère, l'établissement qui me réfère cette personne-là, c'est quoi la situation dans cet établissement précis-là et quelle est la situation dans mon établissement? Est-ce que moi, je suis en éclosion? Est-ce que moi, je suis une zone verte? Qu'est-ce que j'ai comme capacité et à quel point j'ai des cas qui sont jaunes, rouges dans mon établissement? Ensuite, on descend et on va à la situation de la personne. Qui est la personne qui veut recevoir mes services? Quels sont ses besoins? Est-ce qu'elle a des symptômes? Est-ce qu'elle a été en contact avec des personnes symptomatiques? Et à quel point cette personne-là a la capacité de respecter les consignes? Donc, qu'est-ce que je dois prévoir dans mon organisation de service autour de cette personne-là? Et quels sont les tests COVID qui ont été effectués et quand? Est-ce qu'elle a fait un test COVID il y a un mois? Est-ce qu'elle a fait un test à COVID quand elle est rentrée dans l'hôpital? Et là, est-ce qu'elle en a fait un en sortant de l'hôpital? Donc, qu'est-ce qu'on a comme historique pour prendre nos décisions? Et à la lumière de tout ça, on regarde c'est quoi les risques présents. Donc, cette personne-là vient d'un hôpital où il y a beaucoup d'éclosions. Elle est dans une unité où il n'y a pas un cas, mais elle s'est promenée, elle est allée fumer. Euh, il y a peut-être un risque. Cette personne-là s'en vient chez moi. Je suis un organisme communautaire avec plein de jeunes en santé. C'est peut-être pas la même chose que je suis un organisme communautaire avec des gens très âgés, malades, avec plusieurs comorbidités. C'est sûr que s'il y a un cas potentiel qui se développe dans mon organisation, c'est peut-être pas la même chose si j'ai des personnes immunosupprimées ou âgées que si j'ai plein de jeunes en santé et si j'ai la capacité d'isoler ces cas-là parce que j'ai une ou deux places où je serais capable, si jamais se développe quelque chose. Donc, c'est toutes ces variables-là qui vont balancer votre risque. Et à la fin, une fois que vous allez avoir analysé tout ça, vous allez prendre une décision d'adapter ou de suivre by the book la consigne. Et si vous prenez la décision de l'adapter, bien, vous l'adaptez toujours dans une perspective de je veux réduire le plus possible les conséquences, je veux que les patients puissent venir chez nous, je veux qu'ils ne signent pas de refus de traitement, je veux que le séjour se déroule bien. Mais si vous faites un choix d'adapter ces consignes-là, ça doit être un choix concerté avec lequel votre acteur PCI, votre direction de santé publique sont au courant et d'accord. C'est un choix qu'on fait concerté, où on regarde les besoins de prévention, puis on regarde nos besoins cliniques à nous pour bien desservir notre population. Mais donc ici les documents de référence, justement pour que vous les ayez en tête, qu'on pense qu'ils sont les principaux documents à l'heure actuelle pour vous soutenir. Et comme je vous le disais, ils sont sur notre site maintenant. Donc, voici pour la mise en contexte qui, ma foi, déjà est assez lourde, je m'en excuse, mais c'était juste pour que vous ayez vraiment la réflexion de quoi avoir en tête, surtout dans des moments où il n'y a pas de règles claires. Bien, c'est ça que vous devriez avoir en tête quand vous prenez vos décisions. Alors, allons-y dans des cas de figure un peu plus spécifiques et à chaque fois, on va regarder ensemble les enjeux. Nicolas, je t'inviterai à ouvrir ta caméra pour nous présenter un peu, encore une fois, la grande mise en contexte de comment on analyse les risques et des grandes choses à penser dans les diverses mesures de biosécurité. Oui, bonjour à tout le monde. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est juste vous donner un petit peu de mise en contexte sur comment que les mesures qui sont mises en place, autant par le gouvernement, par l'INSPQ et tout ça, ou lorsque vous allez être apporté à peut-être adapter vos mesures pour votre contexte, comment faire une réflexion qui vous permet de s'assurer que la mesure a un impact sur la réduction de la transmission. Puis ici, vous allez voir, on a décortiqué un peu pour vous expliquer un peu comment n'importe quelle mesure peut être résumée dans un petit arbre ici qu'on voit. Donc, pour qu'une mesure puisse avoir un impact sur les risques de transmission de la COVID, il faut qu'elle puisse s'adresser soit au risque de transmission directe, donc lorsque des gouttelettes sont échangées entre deux individus, donc par respiration, ou de façon indirecte en touchant les gouttelettes. Qui serait peut-être sur une surface et l'apportant à nos muqueuses. Ici, on voit deux couleurs. Il y a une raison pour ça, parce que la transmission directe est de loin le mode de transmission principal pour la COVID. C'est vraiment ça qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup de cas. La transmission indirecte, elle est possible, elle est un peu moins bien connue, mais elle est facile à mitiger. Donc, on peut commencer par ici.
Donc, tu sais, une transmission indirecte, dans le fond, c'est un contact indirect entre les muqueuses de quelqu'un qui est négatif et des gouttelettes d'un individu positif via des mains. Euh, donc, les façons de mitiger ça, je crois qu'on les connaît bien dans la société. De un, si on nettoie des surfaces, ça nous permet de réduire la probabilité qu'une surface qu'on a touchée avec nos mains soit contaminée. Donc, plus fréquemment, ces surfaces-là qui sont touchées sont lavées, nettoyées, désinfectées avec des désinfectants approuvés par Santé Canada. Il y a moins de chances que quand je vais les toucher, qu'ils soient contaminés. Donc, s'ils ne sont pas contaminés, je ne peux pas m'infecter. La deuxième façon de réduire la probabilité de cette transmission-là, c'est de s'assurer que de réduire le contact entre des mains qui peuvent être contaminées et nos muqueuses. Puis ça, vous l'avez entendu souvent, on dit deux choses. On dit, laver les mains fréquemment, parce que si mes mains sont propres et que je touche mes yeux, mon nez, ma bouche, il n'y a pas de risque, dans le fond, relié avec la COVID, parce que j'ai éliminé la COVID de mes mains. Et la deuxième chose qu'on mentionne souvent, c'est d'éviter de toucher le visage. Donc, c'est aussi une autre mesure qui a un impact sur la transmission. Donc, bien évidemment, si j'ai des mains contaminées, mais que je ne touche pas mes muqueuses, je ne peux pas transmettre le virus. Là où ce qu'on a beaucoup plus d'informations, c'est au niveau de la transmission directe. Donc, on entend souvent parler dans les médias, vous l'avez entendu, je ne vous apprends rien, les contacts rapprochés, les soupers entre amis, il y a eu beaucoup de transmissions. Les karaokés, c'est pas parce qu'ils se passaient tous les micros, c'est parce qu'ils étaient tous proches, un à côté de l'autre, qui se sont transmis la COVID. Et le port du masque, donc toutes ces affaires-là, c'est des mesures qu'on met en place dans la communauté, dans les organismes pour réduire la transmission directe. Puis lorsqu'on va regarder une mesure, pour réduire cette transmission directe-là, il y a comme 4 choses qu'on peut faire. Mais la première chose, c'est d'éviter d'être en contact avec des individus positifs. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Tu sais, si je suis en contact proche, à moins de 2 mètres, sans masque, ou quoi que ce soit, avec quelqu'un qui n'a pas la COVID, je ne peux pas attraper la COVID de cette personne-là. Donc ici, toutes les mesures que vous allez mettre en place qui vont vous permettre de faire un triage ou un screening, donc savoir que les individus qui sont avec symptômes, vous allez peut-être les rediriger, avoir ailleurs. Établir une trajectoire pour ces individus-là va permettre de réduire les possibilités de contact pour les autres usagers de vos services et pour le personnel. La même chose qu'un membre du personnel qui présenterait des symptômes, lui demander de rester à la maison et d'aller se faire dépister, ça permet de réduire cette probabilité-là d'entrer en contact avec cette personne-là. Toutefois, on le sait avec la COVID, ce n'est pas parfait ce qu'on peut faire à ce niveau-là parce qu'il y a une possibilité que les gens soient asymptomatiques. C'est pour ça qu'il faut, en plus de faire du triage et de pouvoir avoir des trajectoires pour nos gens qui sont soit des contacts de cas ou soit qui sont suspects à cause de leurs symptômes, on doit prendre d'autres mesures au sein de nos établissements pour diminuer nos risques. La deuxième chose sur laquelle on peut jouer, si on regarde la transmission, c'est la distance. Donc, plus qu'on est distancé des gens, on sait que les gouttelettes, elles se déposent relativement dans un rayon d'1 à 2 mètres. Donc, si on est un peu plus loin que 2 mètres, on est généralement plus sécuritaire. Donc, réduire cette probabilité-là, c'est de s'assurer qu'on a une distanciation. Donc, vous l'avez vu souvent quand vous allez à l'épicerie, il y a des files d'attente à 2 mètres pour aller payer à la caisse. Ça sert exactement à ça. Avoir un plexiglas entre deux personnes, j'ai peut-être pas mon 2 mètres, mais ça l'empêche d'avoir les gouttelettes de transférer d'une personne à l'autre. La façon qu'on va aménager nos dortoirs va venir jouer là-dessus. La façon d'aménager nos salles à manger joue énormément sur ce point-ci aussi. Et donc, ça va nous permettre de réduire la transmission. Et les deux derniers points, c'est la durée des contacts. On dit beaucoup que la COVID, c'est souvent quand les gens passent des très longues périodes, soit pendant un repas, des fois des temps d'1 heure ou plus. Donc, de s'assurer que ce n'est pas dans le corridor nécessairement qu'on attrape la COVID en croisant quelqu'un. C'est vraiment lorsqu'on a une proximité pendant une certaine période de temps. Donc, si on réduit cette durée-là de contact entre certaines personnes à différents endroits, ça peut aider à réduire la transmission. Et la dernière personne, c'est la protection. Donc, c'est le port du masque. Protège les autres de nos gouttelettes et nous protège aussi des gouttelettes des autres, des deux côtés de la filtration. Donc, lorsqu'on est en milieu dépendance, itinérance, souvent on a des personnes, des usagers qui sont moins réceptifs à suivre certaines règles.
Donc, de pouvoir jouer sur plusieurs niveaux de réduction de risque en même temps, ben, ça nous permet de pouvoir avoir un backup, un plan B, en guillemets, que si, par exemple, mon usager ne respecte pas le masque parce qu'il est en crise et il enlève son masque, ben, le fait qu'on ait un plexiglas dans le bureau d'intervention, par exemple, peut amener une deuxième protection. Donc, c'est beaucoup cette façon de réfléchir-là qu'on va vous essayer de vous parler dans les exemples. Et lorsqu'on a une mesure qu'on voit qui est demandée par l'INSPQ, par exemple, et qu'on trouve que ça ne s'applique pas, ben, on peut se pencher à la question, ben, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre dans ces exemples-là en bas pour pouvoir réduire mon risque quand même sans que ça soit nécessairement exactement la même règle que l'INSPQ mentionnait. Donc, ça donne un petit cadre de réflexion et je te retourne la parole, Maria. Merci beaucoup, Nicolas. Puis juste, on va en reparler tout à l'heure, mais si vous remarquez bien, il y a plusieurs de ces mesures-là où ça risque d'être au niveau des employés que vous allez avoir du risque. Donc, des contacts prolongés, de la distanciation de moins de 2 mètres avec pas de masque. C'est une salle de dîner d'employés dont on parle actuellement. Donc, à regarder et on en reparlera tout à l'heure. Alors, allons sur notre premier cas de figure des transferts inter-établissements. Ici, on parle, par exemple, comme on disait tout à l'heure, d'un hôpital qui voudrait vous transférer dans un organisme communautaire, une RHD ou un CRD, un patient, ou un CRD qui voudrait transférer dans une RHD ou dans un organisme communautaire. Et encore une fois, cette trajectoire-là, pour l'instant, n'existe pas. Il y a vraiment une volonté ministérielle d'aller de l'avant vers une élaboration, mais il n'y a pas encore de consigne là, uniforme à ce niveau-là. Alors, les choses à réfléchir, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, d'avoir un triage adapté qui ne comprend pas uniquement est-ce que cette personne-là a des symptômes ou a été en contact, c'est toujours bon. Je rappelle aussi que les symptômes à inclure évoluent. Donc, vous devez avoir une mise à jour constante de votre questionnaire parce qu'on a rajouté au fil du temps des nouveaux symptômes comme l'anosmie, le fait de ne pas sentir, etc. Mais le triage inclut aussi ce qu'on disait tout à l'heure, d'où vient cette personne et quelle est la situation dans l'établissement. Devait avoir une réflexion aussi sur la séquence de dépistage. Est-ce que cette personne-là a été dépistée? Est-ce que je lui demande de se faire dépister avant de venir chez moi si elle arrive de la maison? Est-ce que je demande qu'il y ait un dépistage pré-transfert? Encore une fois, vous pouvez choisir oui ou non. Ça dépend du niveau de risque, ça dépend de la zone où vous êtes et ça dépend aussi de l'établissement qui vous envoie, à quel point on est inquiet ou pas. Et encore une fois, le dépistage, c'est pas parce que vous avez du dépistage que vous annulez le risque, mais c'est quand même une façon d'abaisser le seuil de risque en se disant, ben, ça se pourrait qu'on ait un faux négatif et que la personne soit asymptomatique, mais quand même, le fait d'avoir des dépistages répétés nous rassure en quelque sorte. Et l'objectif aussi de ça, c'est d'éviter les isolements répétés. Parce qu'on a des cas de figure où la personne est isolée à l'hôpital, et ensuite de ça, comme elle a été dans un hôpital, elle est encore isolée de nouveau quand elle arrive pour dire quelque chose au RHD ou en centre de réadaptation. Et là, elle n'en peut plus. Et c'est là où on voit actuellement beaucoup de refus de traitement et des gens qui se retrouvent plus en danger à la maison ou dans la rue que si on avait été capable de les garder dans nos services. Donc, à quel point on est capable d'aller jouer sur d'autres facteurs, comme disait Nicolas, pour éviter isolement, réisolement, réisolement à chaque fois qu'on change d'établissement. Et c'est là où c'est important que vous ayez une gradation du risque dans votre tête. La personne comme telle, à quel point je suis inquiet qu'elle ait la COVID. Mais si vous savez qu'elle est COVID positif, vous avez raison d'être inquiet. C'est la personne qui comporte le plus de risque de contamination des autres. Quelqu'un qui a des symptômes très francs, fait de la fièvre, tousse, le nez coule, ben, tant qu'on n'a pas son résultat de dépistage, et peut-être même pour certains, des fois, quand on l'a, quoique nos tests sont quand même fiables, ben, tant qu'on n'a pas le résultat de quelqu'un qui a des symptômes, le risque est quand même assez élevé. Même chose pour quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui a la COVID. Dans les 14 jours qui suivent le contact, cette personne-là euh, comporte un risque, mais quand on est vraiment dans la gradation. Donc, COVID, c'est le pire. Symptôme numéro 2, contact COVID. Bon, il ne le développera peut-être pas. Un transfert d'un centre hospitalier, donc CH, c'est centre hospitalier,
ça comporte un risque, mais c'est un risque théorique. La personne, si elle n'a pas eu la COVID, elle est dans un établissement où il y a de la COVID. Était-elle sur un étage où il y a de la COVID? Le risque est plus théorique et le moindre risque, c'est la personne pour laquelle vous n'avez aucune suspicion, mais vous allez peut-être vouloir faire quand même un dépistage juste pour diminuer le plus possible les risques. Mais peut-être que cette personne-là, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'isoler de façon aussi stricte ou au même endroit que vous allez isoler vos cas qui toussent puis qui font de la fièvre. Ceux-là, vous allez vraiment vouloir être un peu plus by the book au niveau des règles de prévention, contrôle des infections. Et c'est pour vous aider à dire, bien, on peut peut-être cohorter nos personnes pour pas que vous perdiez tous vos lits et que vous soyez obligés de vider des espaces puis avoir des immenses listes d'attente en fonction de votre niveau d'inquiétude par rapport au risque. Et petit truc, qui encore une fois n'est pas obligatoire, mais pour tous les gens qui reçoivent des transferts des hôpitaux, souvent les patients vont être testés à l'arrivée à l'hôpital. Pourquoi pas ne pas demander un dépistage à 48 heures avant le transfert chez vous? Comme ça, c'est pas parfait. Ça ne veut pas dire que le patient n'est pas en train d'incuber son COVID, mais quand même, vous avez un dépistage négatif à l'entrée, un dépistage négatif 48 heures avant de partir. Ça ne change rien pour vous. Vous n'avez pas à mettre en place les modalités de dépistage. Elles sont déjà présentes à l'hôpital. On est dans des trucs où on essaye d'abaisser le risque à moindre coût de façon la plus simple possible pour tout le monde. Alors, un exemple d'un transfert de centre hospitalier vers une ressource d'hébergement en dépendance ou vers un service interne en RHD, bien, à quoi penser? C'est un peu ce qu'on s'est dit, donc c'est un résumé. Est-ce que la personne a des symptômes? Si un hôpital veut vous transférer quelqu'un avec des symptômes, bien, peut-être que vous allez avoir quelques questions à leur poser. Est-ce qu'il y a eu des contacts possibles? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a eu la COVID, mais qu'elle est guérie? À quel point, dans le fond, on est inquiet du risque pour cette personne-là? Quelle est la situation dans le centre hospitalier? Aucun cas dans un centre hospitalier. Bon, on est peut-être plus rassuré que, oui, on a 6 étages en éclosion dans notre hôpital. Ah, est-ce que la personne est dans un étage en éclosion? Est-ce elle est restée dans sa chambre tout le séjour? Est-ce qu'elle est allée fumer 4 fois par jour? À quel point elle s'est promenée? Y a-t-il eu des dépistages effectués? Quand est-ce? Et quels sont les besoins de santé et de services? Bon, ça, je ne vous apprends rien ici, mais euh, est-ce qu'il y a des besoins de santé et de services concomitants qui feraient en sorte que tout ça mis ensemble, est-ce que vous êtes le bon endroit et vous avez la capacité de bien desservir? Et quelles sont vos capacités d'isolement et quelles seraient les durées d'isolement prévues pour cette personne-là si elle s'en vient chez vous? Donc, avez-vous la capacité de le faire? Donc, avant qu'on passe à l'hébergement, Guylaine, je voulais, si tu peux ouvrir ton micro, est-ce que tu avais des exemples dans les réflexions qui ont eu lieu à ce niveau-là, ou des choses que tu voulais ajouter qu'on doit penser quand il y a des transferts entre nos différents paliers d'organisation de services? Bien, je pense que dans le pratico-pratique, il faut s'assurer d'avoir des corridors de communication, si ce n'est pas déjà fait avec les personnes avec qui vous transférez, que les personnes aient de l'information justement sur le contexte COVID de leurs installations. Dans certaines régions, il y a des tableaux là, d'éclosion plus régionaux aussi. Alors ça peut être un outil là, que vous souhaitiez mettre en place avec vos acteurs PCI ou DRSP, donc qui va faciliter une diffusion là, beaucoup plus large dans le fond des milieux en éclosion. Nous, à Montréal, on a un centre de commandement régional, alors potentiellement que vous avez ça dans votre région. Alors, comme on disait précédemment, d'essayer de trouver des corridors de communication avec votre DRSP, avec votre équipe PCI. Ça peut être un défi, évidemment. Des liens avec votre direction de soins infirmiers aussi. Puis, comme disait Marie-Ève un petit peu plus tôt, d'avoir des personnes dédiées là, justement à la PCI pour bien organiser, dans le fond, l'ensemble là, des démarches là, à faire. Merci beaucoup, Guylaine. Alors, continuons avec le volet hébergement. Donc, ici, on tombe un peu plus dans justement les enjeux à penser si vous êtes
une organisation, soit communautaire, soit un centre de réadaptation en dépendance qui fait de l'interne, quoi qu'on va revenir un peu plus spécifiquement tout à l'heure sur les internes là, des CRD. Donc, les grands enjeux, s'il y a des patients couchés, je m'excuse, je dis le mot patient, là, c'est une déformation professionnelle, s'il y a des personnes couchées, euh, vous voyez, c'est un peu encore toujours la même chose. Première chose, c'est le repérage des symptômes et le triage. Je pense que c'est vraiment la clé de voûte. Euh, D'avoir la capacité de poser la question aux personnes, si elles arrivent de chez elles ou de l'extérieur, mais d'avoir la capacité de poser la question, si c'est un établissement qui veut vous référer quelqu'un, quelle est la situation de cette personne-là. Mais l'autre chose, c'est que le repérage doit se faire aussi de façon constante. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas de symptômes quand il arrive chez vous qu'il n'en développera pas. Avec toute la complexité aussi de nos personnes itinérantes qui fument la cigarette et qui toussent de façon chronique. Donc, vous verrez que dans la plupart des questionnaires, on ne dit pas est-ce que vous toussez, parce que ce serait tous nos usagers, mais est-ce que vous toussez plus que d'habitude et tous les autres symptômes qui viennent avec. Avez-vous perdu l'odorat? Est-ce que vous avez mal à la gorge? Est-ce que vous faites de la fièvre, etc., etc. Donc, il faut quand même se garder une certaine vigie, pas juste à l'entrée, mais de façon continue, sans virer à être obligé de faire ça tout le temps. Euh, mais l'autre chose, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait si on trouve quelqu'un, soit à l'entrée ou soit plus tard dans la soirée, qui a des symptômes pour lesquels on est vraiment inquiet. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège de mettre la personne dehors. Donc, il faut vraiment prévoir quelle sera la conduite. Je vous rassure tout de suite, une personne qui a la COVID, ça n'explose pas. Donc, vous avez le temps de mettre cette personne-là dans une pièce à part, de lui mettre un masque et de vous retourner de bord, quitte à appeler votre santé publique si vraiment vous êtes mal pris et que cette réflexion-là n'a pas été faite. Je vous invite à la faire à l'avance. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui on appelle? Où est-ce qu'on envoie la personne s'il y a des symptômes? Et est-ce qu'on a la capacité de garder cette personne-là pour la nuit, pour ne pas la mettre en situation de précarité et demain matin, quand les autres organismes vont ouvrir, de la transférer au bon endroit? Et ça, c'est quand même important pour ne pas précariser nos personnes en situation d'itinérance. Et de voir venir l'hiver, où effectivement, quand on veut respecter toute la distanciation et tout ça, ça va toucher beaucoup les capacités d'accueil alors qu'on doit répondre à des besoins rehaussés en situation hivernale. Tous les enjeux aussi de tenter de limiter le plus possible le déplacement d'une population en situation d'itinérance souvent très, très mobile. Comment est-ce qu'on peut tenter de garder une population la plus fixe possible et éviter qu'elle aille à faire une trajectoire au quotidien ou dans la semaine qui fait en sorte qu'elle se présente dans plusieurs organisations? Donc, c'est une grande réflexion régionale de dire est-ce qu'on peut garder un certain nombre de personnes, un peu comme il a été fait dans la première vague à Montréal, où on dit ça, c'est nos 50, nos 100, nos 25 personnes qui sont chez nous. Et là, elles dorment chez nous à tous les soirs. Elles ont leur même lit idéalement à tous les soirs, quand c'est possible, pour éviter la mobilité et les risques de contamination, avec tous les enjeux du respect des mesures sanitaires, comme Nicolas en a un peu parlé tout à l'heure, des personnes qui respectent moins, qui enlèvent leur masque, qui mettent le masque en dessous du nez, et c'est la réalité. Donc, je pense que c'est correct qu'on essaye le plus possible, mais il faut aussi se dire que c'est la réalité de nos usagers et de dire, c'est peut-être que c'est ailleurs, sur des choses qu'on contrôle plus, qu'il faut jouer pour protéger nos employés le plus possible. Et tout le fait de comment est-ce qu'on peut adapter nos services et les rendre le plus accessibles dans le contexte actuel pour éviter que des gens se retrouvent sans rien dans cette période-là. Et plusieurs d'entre vous avaient nommé l'importance et comment est-ce qu'on fait de la tolérance à la consommation de substances. Ça sera l'objet de notre prochain webinaire ensemble et vous avez tous reçu un document qu'on a monté à cet égard-là, qu'on vous a soumis, donc un peu une espèce de checklist sur les grandes choses que vous devez mettre en place ou avoir en tête si vous voulez avoir de la consommation là, qui est tolérée sur place, avec toutes les autres modalités là, d'accueil de couple, des animaux, etc., qui peuvent permettre justement d'avoir un hébergement sécuritaire et qui se passe bien pour tout le monde, pour des personnes qui ont des besoins particuliers.
Donc là, je t'inviterais à revenir nous voir pour justement nous donner l'exemple de ce que tu proposes pour l'adaptation des dortoirs. Et je veux juste vous faire remarquer qu'en bas de la diapo, vous avez la source, là, qui est un excellent document qui a été fait par Nicolas conjointement avec la santé publique montréalaise. Vous allez trouver pas mal tout ce que vous avez besoin là, comme information, incluant beaucoup de trucs aussi même pour les salles avec les employés, des choses comme ça. Donc, beaucoup de graphiques très, très bien faits. Donc, je vous invite à le consulter. Je te laisse la parole. Merci, Marie-Ève. Effectivement, mais juste pour parler du guide rapidement, dans le fond, ça se veut un peu une adaptation de ce que l'INSPQ a développé, qui est des pages de consignes, des fois un peu floues, on ne se cachera pas. Donc, c'était pour donner des exemples concrets de qu'est-ce qu'on peut faire dans différents milieux. Puis, il y a eu plusieurs visites qui ont été faites dans les organismes communautaires avant que ce guide-là soit rédigé. Donc, c'est vraiment des exemples qui ont été mis en place sur le terrain, des meilleures pratiques qu'on a constatées. Et donc, comment qu'on peut adapter notre hébergement? D'abord et avant tout, quand on parle du guide, quand on parle de ce qu'on mentionne aujourd'hui, on parle encore de prévention de transmission. Donc, si vous avez à faire de l'hébergement pour des personnes qui sont positives ou fortement suspectes ou de l'isolement de contact, une des choses, c'est de communiquer avec votre direction régionale de santé publique ou avec votre CIUS, les conseils PCI, pour voir comment se faire, mais de façon générale, ça prend des chambres individuelles avec un accès dédié à des toilettes. Donc, ce n'est pas tous les endroits qui ont ça. Et ça peut être intéressant de réfléchir à avoir une trajectoire régionale ou municipale à ce niveau-là, comme que ça se fait dans certaines régions du Québec. Au niveau de notre hébergement, si on se rappelle un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la transmission, on sait que la transmission directe, c'est celle qui est le plus haut risque pour les usagers. Et on sait que ça se fait si on est à moins de 2 mètres, sans protection, avec quelqu'un qui est peut-être positif. On sait qu'on peut être asymptomatique, donc un peu n'importe qui en ce moment est suspect. C'était-tu pour accélérer ça, le changement de slide? Non? OK. Non, excuse-moi. Et donc, de façon générale, une des règles qui est maintenant imposée un peu partout au Québec, c'est le port du masque à l'intérieur, qui, on comprend que ça peut être un peu plus difficile, mais on l'a vu lorsque les établissements mettent un effort pour faire demander le masque aux gens. C'est un effort gentil, là. En général, il y a un bon taux de succès quand même avec nos populations. Et il nous reste certains endroits où on ne peut pas mettre de masque. Quand on est aux toilettes, quand on est au lavabo, quand on prend notre douche, quand on mange, quand on dort. C'est des endroits où on ne peut pas avoir de masque. Donc, à ces endroits-là, il faut vraiment jouer sur la distance ou les barrières physiques. Et c'est un peu les exemples qu'on voit ici. Donc, si on avait un dortoir avec différents lits aménagés qui n'étaient peut-être pas tous à 2 mètres, on peut regarder, si on regarde en bas à gauche, venir mettre un panneau. En termes de matériaux pour ces panneaux-là, je dis juste n'importe quoi qui est non poreux et lavable facilement va être très bien, donc pas de bois. Mais de la mélamine, par exemple, peut fonctionner, du coroplast, du plexiglas. Il y a tout plein de matériaux qui existent. Là, vous n'avez pas besoin d'acheter uniquement du plexiglas. Là. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais d'aller mettre un panneau qui empêche mes gouttelettes de voyager vers le voisin. C'est vraiment ça qu'on veut faire parce que lorsqu'une personne va être à son lit, elle va respirer. Lorsqu'elle est couchée, la hauteur est moins importante, mais lorsqu'elle est debout pour s'habiller, etc., il pourrait y avoir des échanges de gouttelettes avant que cette personne-là mette un masque pour sortir de son petit cubicule. Donc ça serait une façon de pouvoir justement pas avoir à distancer tous nos lits de 2 mètres puis perdre énormément d'espace et de devoir annuler plusieurs personnes, de devoir refuser plusieurs personnes dans nos centres. Tout le temps, donc c'est un petit peu une concession. Vous n'allez pas trouver ça dans l'INSPQ, mais c'est une façon qui est approuvée par la santé publique, du moins à Montréal, pour prévenir la transmission et récupérer de l'espace le plus possible. Les lits superposés ne sont toujours pas recommandés dû au fait que c'est excessivement complexe de prévenir la transmission avec l'usager qui est en haut vers l'usager du bas. Parce que lorsque les personnes vont dormir pendant 7, 6, 5, 6, 7, 8 heures par jour, la personne du haut va respirer, les gouttelettes vont descendre vers le bas et l'autre personne pourrait les aspirer et ça sera un contact très prolongé. Et même s'il y a peut-être 2 mètres dans le lit ou quelque chose comme ça, les gouttelettes, elles descendent, donc ce n'est pas la même chose qu'une distance de 2 mètres.
Euh, le système tête-pied d'échanger l'idio, ça avait été discuté à certains moments, mais en ce moment, ce qui est recommandé au Québec et dans plusieurs autres juridictions, c'est de ne pas utiliser l'idio. Donc, d'où le besoin d'avoir peut-être des sites non traditionnels aménagés au niveau régional pour pouvoir pallier au manque de lits qui pourrait être généré. Ça dépend toujours des établissements. Ce genre de sites non traditionnels, si on regarde l'image en haut à droite, on en a aménagé quelques-uns sur l'île de Montréal, dans des arénas ou des trucs comme ça. Et bien, on aménageait des cubicules un peu plus grands en assurant une place pour manger dans le cubicule. Donc, ça, c'était une autre façon de faire au lieu d'aménager une cafétéria où que les gens seraient très proches et on n'aurait pas nécessairement d'espace, d'aménager une table à manger à même le cubicule de la personne permet que cette personne-là, lorsqu'elle ne porte pas son masque pour manger, elle est encore dans son cubicule protégée par des cloisons. Donc, il n'y aura pas d'échange de gouttelettes avec les autres gens. D'autres façons d'être créatives, on a certaines places à Bosseuil, à Montréal, où des centres de jour qui offraient des espaces de repos. Et là, bon, on était en hébergement de nuit, mais juste pour le mentionner, et ça, c'est une concession, même si partout ailleurs, on voulait avoir des grandes cloisons qui font 6, 7, 8 pieds de haut entre nos lits. En discutant avec des gens de PCI à la santé publique, on s'est dit, bon, comme que c'est un endroit à Bosseuil, on sait que les gens, ils n'ont pas d'autres endroits où aller, on va mettre des matelas à terre plus proches avec des cloisons de 3 pieds. On va leur demander de mettre le masque jusqu'à temps qu'ils soient couchés, puis ils vont pouvoir avoir un petit moment de repos dans ce genre d'endroit-là, de mini safe space, espace sécuritaire pour se reposer, même si le risque est un peu plus grand en bas à droite, bien évidemment, qu'en bas à gauche. Compte tenu que ces personnes-là, c'est leur dernière ressource, c'est un centre à Bosseuil, c'était mieux de faire ça que de rien faire ou de ne pas pouvoir admettre assez de gens. Donc, c'est une façon d'être créatif un peu. Et c'est vraiment les endroits où il faut se porter de l'attention puis se demander comment que je peux soit mettre des barrières, soit offrir 2 mètres de distance. C'est vraiment au niveau des salles de bain. Si vous allez voir dans le guide, il y a des aménagements pour les urinoirs, des aménagements pour les lavabos qui sont très simples, mais très efficaces également, puis qui permettent de ne pas trop avoir à réduire la capacité des ressources. Et de la même chose aussi pour tout ce qui est les cafétérias, les salles à manger. On va en reparler quand on va être avec les employés, mais pour les usagers aussi, c'est un facteur très important. C'est un des principaux endroits de transmission dans les différentes ressources quand il y en a. Merci beaucoup, Nicolas. Et je renchéris aussi, vous allez le voir dans le guide, c'est très, très bien illustré, de l'importance de mettre des barrières physiques. Donc, au lieu, par exemple, de mettre un petit graphique qui dit ne pas utiliser cette douche, de mettre vraiment soit du tape ou de mettre quelque chose, même chose dans votre salle d'employés. Donc, de condamner une chaise sur 2 parce que si on enlève la chaise, bien, finalement, les chaises finissent par se rapprocher. Donc, de vraiment mettre des barrières physiques là, pour permettre la distanciation. Alors, allons-y maintenant. Donc, pour le volet hébergement, on continue un peu vers les unités internes des centres de réadaptation en dépendance, mais il y a beaucoup de choses que vous allez trouver dans le guide dont Nicolas a parlé qui sont aussi valables pour les unités internes. Toutefois, une des grandes spécificités des unités internes, c'est justement un peu d'être en contact de façon prolongée avec des gens qui vont faire des séjours, des fois de 10 jours, mais voire même plus. Alors, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne suffit pas à ce moment-là de faire un triage à l'arrivée, mais de développer aussi une mesure où on est capable de faire une surveillance quotidienne des symptômes chez les usagers, soit par la prise de température, par un questionnaire répété, et de voir venir quelqu'un qui développerait des symptômes pendant le séjour. Et même chose pour les employés, là, on va y revenir tout à l'heure, des mesures de surveillance et des mesures de distanciation, parce que là, on a aussi des employés qui vont être en contact répété et qui retournent à la maison, qui sont souvent les vecteurs, comme on l'a vu dans la première vague avec les CHSLD. De prévoir d'avance des chambres pour les isolements et comme on le disait, vous pourriez même
dépendant de votre capacité ou tout ça, de dire, ben ici, on est dans des isolements où on est juste en attente d'un dépistage. C'est peut-être pas les mêmes niveaux de stress que quelqu'un qui va se mettre à faire de la fièvre pendant son séjour avec nous. Et de prévoir aussi toutes les mesures de désinfection qui vont aller avec ça. Donc, la personne, en théorie, qui est à risque et qui est isolée, doit manger dans sa chambre, avoir une salle de bain unique et avoir une douche unique. C'est souvent pas possible dans nos organisations. Et c'est à ce moment-là, comme le disait Nicolas, où il faut rehausser ailleurs et donc dire, par exemple, on va essayer qu'il y ait le moins de personnes possible qui utilisent cette salle de bain-là et cette douche-là. On va essayer que les personnes qui l'utilisent sont aussi des personnes à risque ou en isolement et on va prévoir une désinfection entre chacun des passages. Et encore une fois, vous allez me dire, ben, on n'a pas toute la capacité d'avoir quelqu'un qui passe sa journée à faire de la désinfection. Donc, de faire participer les usagers et qu'une personne, par exemple, ait des consignes très claires qu'à chaque fois qu'elle prend sa douche, elle doit passer le push-push, etc. Donc, pour s'adapter localement avec ce qu'on a comme capacité. Même chose pour le tabac, pour ceux qui ont des fumoirs, si on a des personnes à risque qui vont fumer, il faut prévoir une désinfection là, entre chacun des passages et de réfléchir aux activités de groupe et aux repas. Donc, encore une fois, comment est-ce que vous ayez des gens en isolement ou pas, vous avez des gens qui sont à l'interne ensemble, il faut, pendant les repas, continuer de respecter ces mesures-là préventives. Même chose si vous avez de la nourriture disponible en continu et que tout le monde va toucher à la boîte de céréales et piger dans le même plat. Il y a des choses qu'il faut mettre en place pour éviter ça à ce moment-là. Et de voir venir tout de suite que ça se pourrait que vous allez avoir des gens qui vont être isolés. Comment on va les faire participer au groupe? Ça peut être très simple et je vous invite là, dans le clavardage à partager comment vous avez réussi à développer des activités de groupe virtuelles ou alternatives pour les gens qui sont en isolement, parce que sinon, 10 jours ou 14 jours d'isolement dans un centre de réadaptation alors qu'on est supposé faire des activités et qu'il ne se passe rien, c'est très, très long et c'est là où on voit beaucoup de refus de traitement. Mais il suffit d'avoir un iPad payé par la fondation ou que la personne ait un téléphone intelligent pour pouvoir se joindre au groupe de façon virtuelle. Donc, il existe plein de modalités possibles euh, auxquelles je vous invite à réfléchir dès maintenant parce que quand ça va vous arriver, bien là, vous allez être dans l'effervescence et ça peut être très, très simple, là, comme on a vu dans la deuxième vague pour les enfants qui sont à l'école. Bien, le lendemain, quand la classe est fermée, le lendemain, le virtuel part, puis hop, c'est parti. Donc, c'est faisable. N'oubliez pas, il y a eu un tableau là, qui a été produit, qu'on vous a mis en référence ici, qui vraiment est très, très clair sur chacune des directives en fonction du niveau d'alerte régional par rapport à est-ce qu'il peut y avoir des visiteurs, quelles activités de groupe ou pas sont permises, qu'est-ce qu'on fait pour les repas, pour les sorties et qu'est-ce qu'on fait aussi au niveau des mesures d'encadrement du personnel quand on est une unité interne. Guylaine, est-ce que tu veux nous donner quelques exemples problématiques ou consignes là, par rapport aux unités internes des CRD qui t'ont été amenées là, dans les dernières semaines? Oui, en fait, rebonjour. Je pense que tout ce qu'on dit jusqu'à maintenant, de s'arrimer, de se donner des trajectoires, donc de réfléchir tout ça, ça implique de se faire des outils. Moi, j'appelle ça un peu comme des pas à pas, donc pour l'admission, pour quand on fait les dépistages, parce qu'un des grands enjeux qu'on voit aussi, là, quand on dit que, bon, souvent les réflexes, c'est de sortir les gens qui ont des symptômes, c'est la gestion du risque personnel du personnel. Donc, c'est un grand exercice pour vous d'impliquer votre personnel, de démocratiser les mesures PCI, d'anticiper justement, on est à l'automne, la grippe, les rhumes, bien, ça va être un petit peu plus d'actualité. Donc, à distinguer du COVID pour ne pas pénaliser les usagers, dans le fond, alors qu'ils n'auraient pas le COVID. Donc, d'être en mesure de discriminer entre ces différents problématiques. Donc, beaucoup d'enseignements au personnel à faire quand on fait justement les pas à pas, donc de développer des outils, puis qu'ensuite, là, ils vont pouvoir s'approprier. Donc, quand on dit de dédier des gens
à ces projets-là, mais ça va être aussi dans l'accompagnement à ces mesures-là, dans les pas à pas, les faire le plus adapté justement possible à votre réalité avec les grands experts. Hein. Souvent, les guidelines nous arrivent de façon assez monstrueuse, je dirais. Là, c'est des gros documents, donc de vraiment extraire ce qui va être applicable, là, pratico-pratique avec votre personnel, dans le questionnaire. Donc, d'y aller vraiment par étapes, là, ça va être facilitant avec votre personnel, d'avoir aussi dans votre établissement, quand vous faites les trajectoires, si vous avez telle unité qui est verte ou telle unité qui est jaune, mais de bien l'imager, puis de dire aux gens qu'est-ce qu'ils font par rapport à chacune de ces réalités-là, quels sont les EPI qu'ils vont porter. Souvent, les gens, là, ils sont vraiment dans le pratico-pratique et ils vont vous challenger justement au fur et à mesure de ce qui est nébuleux pour eux. Donc, c'est très enrichissant, puis justement, ça démocratise. Un des enjeux qu'on a souvent, c'est avec tout le volet hygiène et salubrité. Hein? Donc, tout le personnel, bon, on est souvent à court de personnel, en fait, hygiène et salubrité. Alors, de voir comment on peut pallier à ça. Souvent, on a des toilettes communes hein, en CRD ou en RHD. Donc, là aussi, quand on parlait de cohorter certains usagers, mais ça pourrait être de les cohorter avec nos différentes toilettes. Fait que déjà, si on a 2 toilettes communes, bien, on peut avoir 2 cohortes avec nos usagers. Puis là, bien, si on a une apparition de cas dans une des cohortes, bien, là, on va avoir un peu plutôt 9 patients, 9 usagers, 9 personnes, désolée. Où là, on va se poser des questions sur le risque de transmission versus 18 usagers là, qui auraient partagé la même toilette. Donc, ça, bien, on insère aussi toutes ces nouvelles modalités-là de séjour dans le code de vie. Donc, à l'admission, outre tout ce qui est la poutinerie COVID-19, bien, il va y avoir justement qu'est-ce qu'on s'attend de la personne en termes justement d'hygiène des mains, de distanciation, de port du masque, les contraintes, de bien présenter quand on essaye de mitiger les contraintes justement, si par exemple il y a de l'isolement à la chambre en attente du résultat, bien, de bien rassurer la personne justement sur le délai que ça implique et que si ça se prolongeait, etc., bien, on a d'autres alternatives à lui proposer qui vont rendre son séjour tout aussi constructif là, dans ses objectifs de sevrage, par exemple. Donc, vraiment de vous faire un team, là, dans le fond, avec votre personnel. Souvent aussi, comment dire, préjugés envers la PCI, c'est que c'est des affaires d'infirmières. Si vous avez moins ce personnel-là, c'est de voir des champions PCI, comme on disait, de dédier des gens là, qui aient cette responsabilité-là, ce leadership, qui soient des modèles de rôle, parce que, bon, quand on parle de gestion du risque personnel du personnel, bien là, on peut avoir des gens très, très inquiets versus d'autres qui sont très cow-boys. Donc, il faut trouver un équilibre là, entre ces différentes approches chez le personnel pour nous, comme établissement, dans le fond, prendre les meilleures mesures pour garantir des séjours à nos usagers. Puis, justement, on va voir dans le chat si vous avez aussi développé d'autres alternatives aux activités de groupe, mais on peut en maintenir. Comme disait Marie-Ève, au niveau des niveaux d'alerte, là, souvent, en tout cas, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, nous, à Montréal, c'est quand on est en alerte rouge, bien, les rencontres de groupe, bien, il faut oublier ça. Bien, à ce moment-là, il faut négocier avec votre PCI pour vous trouver des mesures adaptées. Dans certaines de nos réalités, bien, les rencontres de groupe demeurent un incontournable. Alors, comment les rendre possibles? Là aussi, ça peut être du cohortage. On fait des rencontres de groupe plus restreints, mais on en fait différents dans la journée pour ne pas avoir tout le monde en même temps. Et quand on cohorte les gens, on les cohorte pour un ensemble d'activités. Donc, les repas, les trajectoires cigarettes, ça aussi, ça nous aide. Le moins il va y avoir de zones possibles de transmission entre nos cohortes, bien, ça aussi, ça nous aide à mitiger les risques. Ça ferait pas mal de tour.
Merci. Puis dans le fond, juste pour, en complément, pour revenir sur les cohortes, comme vous avez entendu, il y a un peu deux vocations aux cohortes. Soit vous avez différents individus avec différents niveaux de risque et vous cohortez en fonction du niveau de risque, justement pour éviter la contamination, entre vos cohortes, parce qu'ici, c'est un peu plus jaune, puis ici, c'est un peu plus vert. Ou soit vous cohortez juste pour diminuer le nombre d'individus qui risquent d'être ensemble. Comme ça, si jamais il y avait une éclosion, ben vous avez des espaces à part et vous ne touchez pas l'ensemble de votre groupe puisque vous l'avez divisé. Donc, de toute façon, l'idée de la cohorte est quelque chose de très, très intéressant. Euh, je pense aussi qu'à plusieurs mesures où on peut réfléchir s'il y a beaucoup de transmission communautaire, à dire, voulez-vous que la personne, avant de rentrer à l'interne du domicile, aille se faire dépister? Et ou si elle ne s'est pas fait dépister, est-ce qu'on veut voir avec elle, est-ce qu'il y a une urgence à t'admettre? On préférerait avoir un dépistage pour réduire les risques ou on considère que vraiment il y a une urgence pour cette personne-là. On l'accepte à l'interne, on le met dans une cohorte un petit peu plus jaune et on fait peut-être le dépistage pendant qu'elle est à l'interne si elle n'a pas été capable de le faire avant de rentrer. Donc, il existe plein de façons d'aller diminuer les risques. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'était un point que je voulais mentionner au thème précédent, mais où le cohortage fait un lien également. Donc, tu sais, on parle beaucoup de réduire les risques de transmission, mais il faut aussi penser aux conséquences. Donc, tu sais, comme on m'a mentionné plus tôt, dans un centre jeunesse, tu sais, si il y a un enfant de 16-17 ans qui attrape la COVID, les chances de complications sont excessivement faibles. Par contre, les gens plus âgés, c'est plus fort. Donc, lorsqu'on parle d'hébergement, c'est bien aussi de cohorter nos gens qui sont peut-être plus vulnérables dans les meilleures conditions. Donc, si on a un centre qui a quelques chambres triples, quelques chambres simples et tout ça, ben de penser à réserver nos chambres simples ou nos chambres doubles ou les plus petits lieux pour nos gens qui sont les plus vulnérables. Comme ça, ils vont être moins en contact avec les autres. Donc, c'est une autre façon de réduire le risque de transmission pour ces gens-là, mais aussi de prévenir justement les conséquences qui pourraient être les plus graves. Merci beaucoup. Et oui, vas-y, Guylaine. Juste en complément, mais d'avoir un portrait justement de qui sont les personnes que vous avez actuellement en hébergement, toujours aussi en lien avec votre durée de séjour. Là. Des fois, vous avez un gros roulement d'usagers, c'est plus difficile, mais justement, dans votre mécanisme d'admission, d'avoir un portrait, justement, si vous avez des personnes immunosupprimées, des éléments là, au niveau du facteur de l'âge ou d'autres facteurs de risque en lien avec le COVID, ben, d'avoir justement cette réflexion-là, là, puis ce repérage-là, dans le fond, dès l'admission là, dans vos outils. Merci beaucoup. On passe au volet externe des centres de réadaptation. Ça pourrait valoir, là, on a mis clinique externe des centres de réadaptation, mais ça pourrait valoir pour n'importe qui ne couche pas des personnes, mais qui va les voir ponctuellement. Les gens vont venir, il va y avoir une intervention thérapeutique, quoi que ce soit, et la personne va quitter par la suite. Donc, on est plutôt dans le rendez-vous là, ponctuel comme on le fait en centre de réadaptation, mais comme on pourrait le faire dans une clinique médicale. Il n'existe pas de consigne à l'heure actuelle dédiée pour le volet externe des centres de réadaptation. Mais quand on regarde ce qu'on vous a mis en bas, les consignes pour les cliniques médicales, bien, on se rend compte que les enjeux sont les mêmes. Toutefois, il y aura probablement des consignes là, plus ponctuelles ou plus précises là, qui s'en viennent au niveau du ministère. Les choses à voir venir, c'est vraiment le triage, encore une fois, et le pré-triage. Si vous avez une capacité de faire un pré-triage, dépendant de la vulnérabilité de votre population, dans les cliniques médicales, le jour du rendez-vous ou la veille, il y a un appel pour être sûr que la personne n'a pas de symptômes. Donc, pour tous les gens qui ont cette capacité-là, bien, de vous assurer par téléphone que les personnes qui se présentent sont asymptomatiques ou, si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas cette capacité-là ou les gens n'ont pas de téléphone, quand ils arrivent, qu'il y ait toujours un triage à l'entrée
Et que si la réponse est oui, j'ai des symptômes, bien à ce moment-là, c'est pas au revoir, c'est quel est ton besoin aujourd'hui? Est-ce que tu vas mal? Est-ce qu'on est inquiet? Donc, il y a quand même une capacité d'analyse de qu'est-ce qui se passe pour pas qu'on mette dehors quelqu'un qui aurait des idées suicidaires pour dire quelque chose ou qui aurait des besoins. Et de voir, bien, est-ce qu'on réfère à l'urgence ou est-ce qu'on réfère avec des cliniques qui sont capables de prendre des gens avec des symptômes. Donc, c'est les fameux CDE, les centres d'évaluation pour les personnes qui ont des symptômes ou qui ont la COVID. Et souvent, ces cliniques-là vont faire le dépistage sur place aussi au besoin. D'adapter, comme Nicolas l'a mentionné, la salle d'attente, c'est la même chose, avec condamner des espaces ou mettre des cloisons pour respecter les mesures de distanciation physique et d'ajuster les mesures à la population desservie ou de faire en sorte, par exemple, que peut-être votre personnel va avoir une mesure de protection supplémentaire si on est en présence de quelqu'un qui ne porte pas le masque. Et d'essayer autant que possible de poursuivre nos activités là, pour ces personnes-là. Et dans le meilleur des mondes, d'avoir peut-être une salle dédiée pour les gens qui présenteraient un petit peu plus de risques ou des symptômes pour qu'on puisse aller faire l'évaluation et transférer la personne au bon endroit, même si on ne sera pas capable là, de poursuivre tant que la personne, on ne sera pas certain qu'elle n'a pas la COVID. Les enjeux, ben, c'est évidemment la difficulté d'application de plusieurs mesures. On est beaucoup passé en téléconsultation, que ce soit au niveau médical, que ce soit dans les centres de réadaptation, mais ça prend un téléphone ou un accès Internet pour le faire. Donc, il doit rester du présentiel pour les populations en situation de plus grande précarité. Je vous rappelle que dans les tableaux ministériels, plus on descend dans le rouge, plus pour les personnes en situation de précarité, on augmente les services parce qu'on sait que la téléconsultation et tous les autres outils, ce n'est pas disponible. Et encore une fois, le respect des mesures sanitaires là, adaptées pour, si ce n'est pas possible pour la personne de le faire, de voir comment nous, on peut augmenter nos mesures et protéger l'équipe. Je ne sais pas si Guylaine ou Nicolas, vous aviez des choses à ajouter. Il y a donc dans ces documents-là une foule de mesures pour vous donner des idées. Donc, par exemple, de dire, au lieu d'attendre dans la salle d'attente, la personne peut attendre soit à l'extérieur ou dans sa voiture. Puis là, elle est appelée quand c'est le temps. Donc, le temps où elle est dans une salle d'attente est limité. Elle fait juste transférer, s'en venir directement dans le bureau de l'intervenant. Donc, etc., etc. Donc, plein de mesures là, qui ont été mises en place pour limiter le nombre de personnes qui sont en même temps en contact prolongé dans une salle d'attente, pour dire quelque chose. Oui, Guylaine? Oui, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs CLSC, là. Donc, les outils CLSC vous guident. Mais effectivement, c'est possible de voir des personnes jaunes, oranges, même dans votre niveau de spécialité, d'essayer de négocier avec votre PC, de voir des gens rouges aussi. Donc, là, les gens, ils vont, votre personnel, en fait, vont avoir des mesures EPI, des mesures de désinfection entre chaque usager, mais c'est possible, d'autant plus quand les gens n'ont pas de téléphone, puis ils arrivent dans leur suivi 2 semaines après, puis vous n'avez pas pu faire de pré-triage. Donc, c'est possible de faire ça en ayant justement soit des mesures d'accompagnement. Des fois, on appelle l'infirmière ou la personne psychosociale avec qui la personne a rendez-vous et cette personne-là vient la chercher en épi à l'accueil. Il y a une trajectoire, un ascenseur dédié, par exemple, ou un escalier dédié. Ça se passe dans une salle dédiée, on fait la désinfection après et c'est juste de concevoir que c'est possible plutôt que de dire « Ah ben là, cette personne-là doit aller dans un milieu qui n'est pas adapté à elle puis qui n'aura pas une réponse à son service de spécialité comme elle l'aurait chez vous. » Puis qu'ici, c'est une intervention psychosociale, c'est possible également dans la mesure où justement le personnel est bien protégé et que, bien évidemment, on soutient la personne pour avoir un dépistage si le dépistage n'a pas été fait encore, par exemple. Merci. Puis je vous ferai remarquer à l'épicerie que entre chaque personne à la caisse, la vendeuse désinfecte et fait une désinfection. C'est un peu la même chose. Donc, je pense qu'il faut vraiment habiliter nos équipes, peu importe le niveau de risque, de dire entre chaque usager,
rapidement, il y a une désinfection, soit avec une solution fait maison ou soit avec les lingettes, dépendant de où est-ce que vous êtes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait encore beaucoup. Donc, cette séquence-là qui appartient à chacun des employés de vraiment refaire la désinfection entre chaque personne avant d'accueillir une nouvelle personne dans son bureau. Oui, Guylaine? Bien, juste pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir cette réflexion-là, c'est que actuellement, là, nous, par exemple, on génère des cas, des gens qui vont avoir, qui vont être mobiles à la sortie d'un séjour hospitalier, par exemple, et qui vont avoir un séjour hospitalier de plus de 24 heures. Mais dans le 14 jours après leur séjour hospitalier, même s'ils sont super en forme et qu'ils n'ont pas eu le COVID du tout, ils sont considérés jaunes. Donc, pour avoir une capacité de suivi puis d'accueil avec cette personne-là qui va avoir eu un séjour, puis qui n'a pas besoin d'interne, ben, il faut justement développer un externe jaune d'une certaine façon parce que ces gens-là, ben, ils n'auront probablement jamais le COVID, mais pendant 14 jours, ils vont se faire dire de prendre les précautions d'usage là, des personnes jaunes. Et pour continuer donc là-dessus, ben, si on voulait respecter les règles de prévention et de contrôle des infections trop à la lettre, dans des cas de figure comme ce que Guylaine vient de mener, ben, ça aurait comme conséquence de précariser des gens pour lesquels on n'offrirait aucun service dans les 14 prochains jours ou auxquels on dirait tu es à risque, alors que le risque, comme vous le voyez, est quand même plus faible que quelqu'un qui a la COVID ou qui a des symptômes. Alors, pourquoi pas dire, bien, on fait un intermédiaire et on a des zones qu'on est capable de désinfecter pour ne pas laisser sans service ces personnes-là qui, souvent, quand ils sortent d'un hôpital, ont encore besoin d'être entourés et d'avoir les services. Et alors, voici, je terminerai par le volet un peu plus au niveau des employés. Si vous ne l'aviez pas déjà compris, on souhaitait vous faire passer le message que c'est vraiment la tâche aveugle. Donc, c'est une des choses que vous pouvez et devez regarder immédiatement, c'est vraiment les risques de transmission inter-employés. Il y a beaucoup de zones qu'on ne voit pas et on a une très belle étude qui a été faite au CIUS Centre-Sud qui montre qu'il y a un très haut taux là, parmi les employés qui ont la COVID où c'est de la transmission inter-employés entre eux. Et c'est habituellement dans les moments où on abaisse notre vigilance. Donc, ce n'est pas quand il y en a un patient qui a des symptômes, on est inquiet, on est tout en équipement de protection individuelle, on désinfecte tout, c'est pas là. C'est quand on l'enlève puis qu'on va dîner, fumer notre cigarette ou quand on fait nos notes dans un petit cubicule où tout le monde est ramassé un à côté de l'autre, où il y a des zones de risque. Donc, tout ça pour dire que il y a des mesures assez claires au niveau des employés. Là, c'est plus clair sur les choses à mettre en place. Que ce soit le triage quotidien à l'arrivée dans les milieux de soins qui peut se faire de diverses façons, allant d'un registre que la personne signe. Il y a eu des moments où c'était de la prise de température. Je ne peux pas vous commenter sur la valeur de ça, mais vraiment de s'assurer quand même qu'il y a une modalité pour être sûr que la personne n'a pas de symptômes ou n'est pas un contact de quelqu'un qui a la COVID et de retirer immédiatement tout employé là, qui a des symptômes et de l'envoyer aux modalités de dépistage que vous avez. Si vous êtes un CIS, il y a des modalités, un bureau des employés et qui va vraiment vous mettre en lien avec où est-ce qu'il va se faire dépister et ce bureau-là va prendre la relève. Si vous êtes un organisme communautaire, bien, habituellement, ça passe par les modalités de dépistage là, usuelles pour la population générale, avec un soutien habituellement là, de la santé publique pour voir qu'est-ce qu'on fait là, avec cette personne-là. L'autre chose, c'est de restreindre, de cohorter vos employés, si vous voulez, c'est-à-dire de restreindre la mobilité. On l'a vu avec les CHSLD, les personnes qui font plusieurs milieux ou qui changent de zone, sont en zone rouge, ils passent en zone verte, ils retombent en zone jaune. Donc, et on est conscient que c'est probablement la consigne la plus difficile à appliquer, étant donné qu'on est tous en pénurie d'employés, mais d'avoir le plus possible des équipes dédiées à des zones dédiées ou à des zones, des couleurs dédiées. Et quelque chose qui peut être vraiment aidant. Et petit warning au niveau du partage de matériel et d'équipement, qui est aussi quelque chose
qui est une tâche aveugle. Donc, tout le monde met la main sur la cafetière. Les crayons ne sont pas désinfectés. Donc, attention à toutes les choses qui peuvent être partagées. Oui, Guylaine. Oui, bien, ben, le volet CNSST, probablement votre équipe de santé au travail vous a fait un petit kit, là. Sinon, on en a ici qu'on pourra vous partager sur l'évaluation de vos lieux physiques pour votre personnel. Donc, avec des affichettes aussi, justement, pour les salles à manger, les mêmes principes aussi, là, de la distanciation, de la capacité, de ne pas avoir deux personnes qui mangent face à face parce que s'ils s'étouffent, ben là, on a effectivement, ou qui toussent, ils sont beaucoup plus à risque. Donc, dans les salles à manger, vous avez aussi là, des éléments là, à considérer. Donc, si vous n'avez pas les outils, malgré qu'il y en a possiblement une diversité disponible, là, vous pourrez nous faire signe. Bon, j'avais une autre idée, je m'excuse, ça vient de m'échapper. Alors, dès que je la retrouve, je vous reviens. Bien, Nicolas, est-ce que tu as des commentaires là-dessus aussi? Il y a beaucoup de choses qui peuvent servir pour les employés dans le document là, qui a été produit par la Direction de la santé publique. Puis de peut-être nous pister sur les zones où tu vois le plus d'enjeux avec ton expérience. Oui, ben, donc l'enjeu des employés, comme ça avait été mentionné par Marie-Ève, c'est vraiment une des principales portes d'entrée pour les ressources communautaires. En général, les usagers de ces endroits-là ont moins de contacts sociaux que les employés. Et donc, par défaut, c'est souvent par là que ça rentre. Donc, dans la même logique qu'on parlait avec les usagers, ben, si le port du masque est demandé partout, ben, c'est de regarder les endroits où le port du masque ne sera pas porté. Donc, la première chose, c'est les salles à manger entre employés. Il faut absolument distancer les choses à 2 mètres. Et aussi, c'est bien de faire des aménagements, mais la sensibilisation des employés, de leur faire comprendre qu'ils peuvent être un risque pour les usagers qui peuvent être plus vulnérables parfois, mais aussi, si jamais il y a de la transmission entre employés et qu'on se ramasse avec la moitié de notre personnel dans une petite ressource qui doit être retirée du travail, ben, ça peut engendrer des bris de service. Et ça aussi, ça peut créer des torts aux usagers. Donc, il faut tout le temps penser à la réduction des méfaits. Et une des premières choses, ben, c'est d'éviter d'emmener la COVID dans nos centres. Donc, en tant qu'employé, d'être conscientisé que si jamais on a le moindre petit grattement de gorge ou le moindre petit doute, ben, c'est de ne pas dire « Oh non, ça doit être autre chose », c'est d'aller se faire dépister puis de ne pas rentrer au travail, de ne pas venir au travail une journée, va être beaucoup plus bénéfique que de faire fi de ça et après ça, faire « Oups » et que là, on se ramasse avec 3 personnes qui ne peuvent pas venir au travail pendant 14 jours. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre conscience. Souvent, comme ça a été mentionné, il y a des relâchements lorsqu'on est juste entre employés. C'est comme un réflexe naturel humain. Mais donc, dans tous les bureaux, dans toutes les salles de conférence, c'est de vraiment penser, si on n'est pas capable même si on est capable de respecter le 2 mètres, des fois, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever le masque pour autant. On est mieux de garder le masque à ces endroits-là, puis de doubler nos mesures. Comme ça, on sait que dans les endroits moins bien ventilés, des fois, le virus peut rester en suspension dans l'air un petit peu plus longtemps. Donc, le fait de ne pas porter de masque, même si on est à 2 mètres, mais qu'on est dans un petit bureau fermé, pourrait être un facteur de risque. Donc, on est mieux de garder ce masque-là ou à la limite d'avoir un plexiglas entre 2 personnes qui vont être face à face au bureau et là, de leur permettre peut-être d'enlever le masque, mais de bien réfléchir à toutes ces questions-là parce que ça peut entraîner des bris de service. Et ça, je crois que le bris de service est le plus grand risque parce que pour la majorité des employés qui peuvent être dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine à la limite, les risques de complications, d'hospitalisation, de décès sont très, très faibles comparés à ce que lorsqu'on commence à rentrer dans les gens de 70 ans et plus. Donc, ça risque d'être une mauvaise grippe, entre guillemets, à la maison pendant 2 semaines pour la majorité des cas, ou même moins de symptômes, peu de symptômes. Par contre, de perdre une personne pour 14 jours peut avoir quand même des impacts importants. Et si d'autres de ces gens-là sont maintenant identifiés comme contacts rapprochés, ils doivent aussi, eux autres, être mis en retrait du travail. Et là, ben, des bris de service avec la clientèle avec laquelle vous travaillez, ça peut avoir des conséquences assez
assez sérieuses. Donc, je pense que la conscientisation des employés cet aspect-là est super important. Oui, puis comme vous disiez, vraiment un danger d'être en bris de service parce que suffit d'un employé qui a la COVID, qui a dîné, pas de masque, où les mesures de distanciation n'étaient pas répétées et vous avez probablement perdu la moitié, si ce n'est pas tout votre personnel d'un coup. Donc, il y a vraiment des enjeux là où je pense que, comme tu le disais, Nicolas, c'est très simple au niveau des mesures qu'on peut mettre en place pour prévenir quelque chose qui peut avoir des énormes conséquences si ce n'est pas fait. Merci. Donc, peut-être juste avant, je te laisse la parole, Guylaine, excuse-moi après. Donc, quand la santé publique font leurs enquêtes, ils vont tout le temps chercher pour des contacts significatifs. Puis la définition de tout ça de façon générale, Guylaine, tu pourras peut-être me corriger si je fais des erreurs, mais c'est souvent des contacts qui ont eu lieu pendant plus de 15 minutes à moins de 2 mètres sans protection. Donc, si vous êtes capable de mitiger le fait que ces contacts-là se passent en assurant le 2 mètres lorsqu'il n'y a pas de protection, à avoir des contacts moins longs lorsque le 2 mètres n'est pas respecté, et en mettant le masque le plus souvent possible. C'est sûr, comme on dit, quand on mange, on ne peut pas mettre de masque, mais donc de respecter les autres mesures, dans ce cas-là, d'être distancé. Bien, si un employé éventuellement développe des symptômes, reste à la maison, se fait dépister, a la COVID, l'enquête va révéler qu'il n'y aura pas eu d'autres contacts significatifs, donc il n'y aura pas besoin d'avoir un retrait du travail de ces autres employés-là. Donc, il faut prendre ça en considération, puis justement s'assurer qu'on se protège des bris, des ruptures de service à ce niveau-là. Pour les employés, en fait, c'est vraiment les mêmes principes là, qui sont appliqués par les bureaux de santé. C'est plus eux qui font les enquêtes épidémiologiques à l'interne. Mais si vous êtes une ressource dans la communauté, effectivement, c'est ça, là, dans le fond, les exemples que je voulais donner pour protéger vos offres de services. Donc, si par exemple, ça repose sur vraiment une ou deux personnes, mais d'avoir vraiment des mesures, si les gens sont en présentiel, de vraiment les isoler les unes des autres. Ou s'il y a un principe d'alternance qui peut venir une journée sur deux pour justement faire en sorte que votre offre de service est protégée. Ou dans d'autres équipes où on a eu des préoccupations, nous, c'est que les gens vont faire de l'outreach, faire des suivis plus en externe. Puis l'après-midi, par exemple, ils sont tout le monde ensemble. Puis là, ben, il y avait des enjeux justement où ils n'étaient pas à 2 mètres de distance tout l'après-midi dans un endroit fermé, mais dans une grande salle, tout le monde. Alors là, ça mettait en risque vraiment l'offre de service si on avait un cas positif dans cette belle petite grande salle mal aérée-là. Mais dans le fond, là, c'était vraiment une grande équipe qui pouvait aussi y passer. Donc, de vraiment avoir les considérations, comme disaient Nicolas et Marie-Ève, là, de protéger votre offre de service, puis d'avoir des substituts si vos gens sont retirés, ou d'avoir des possibilités de télétravail pour ces gens-là qui ne seraient pas très symptomatiques, puis qui pourraient offrir une offre de service à distance dans certaines situations. Alors, merci beaucoup à vous deux. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait à discuter là, aujourd'hui. Donc,